Les drapeaux du Katanga tombent. Tchombe signe sur les papiers, la guerre est finie. Dans les faits, écoute bien ces chiffres. Environ 8000 hommes armés, presque la moitié d'une armée entière, disparaissent purement et simplement des radars. Pas tués, pas rendus, introuvables, volatilisés dans la brousse vers une frontière que personne ne surveille vraiment. Et ces silences-là, ils vont durer. 30 ans, peut-être plus. Ce que ces hommes vont faire pendant les 3 décennies qui suivent va littéralement redessiner la carte politique de l'Afrique centrale, jusqu'à faire tomber en 1997 l'homme même qui croyait les avoir vaincus en 1963. Et à la fin de cette vidéo, je te garantis un truc. Tu ne regarderas plus jamais une carte du Katanga de la même façon. Monsieur le Premier ministre, vous avez proclamé l'indépendance du Katanga le 11 juillet. Depuis, aucun gouvernement, ni belge, ni étranger, n'a reconnu l'indépendance du Katanga. Est-ce que vous maintenez cette indépendance? Notre position est ferme, comme je l'ai encore dit il y a 3 jours. Nous maintenons absolument l'indépendance du Katanga. D'ailleurs, c'est la seule façon, n'est-ce pas, de sauver ce qui reste à sauver dans le reste du Congo. Si tout le monde, si les Occidentaux comprenaient, n'est-ce pas, ce que nous voulons, nous autres, les Katangais, je crois qu'ils pourront sauver le reste du Congo. Avant d'être des fantômes militaires, ce sont des soldats bien réels. À son apogée, la gendarmerie katangaise compte entre 15 000 et 20 000 hommes, recrutés en partie par les ministres Godefroy Monongo, encadrés par des officiers européens, belges, français, rhodésiens, payés en devises fortes tant que les Katanga sécessionnistes a de l'argent à distribuer grâce au cuivre des lignes minières. Et ce ne sont pas des mercenaires au sens strict. Beaucoup sont des Katangais, souvent Lunda, qui croient sincèrement défendre une terre, une légitimité, celle d'un Katanga qui refuse d'être gouverné depuis Léopoldville. Cette fierté-là, blessée en janvier 1963, va nourrir 30 ans des guerres errantes. Puis vient la capitulation. Et c'est pile là que l'histoire officielle s'arrête, au moment où la vraie histoire, elle commence. « 14 janvier 1963. Kolwezi Tchombe signe, l'ONU entame les désarmements. Officiellement, la gendarmerie katangaise cesse d'exister. Dans les faits, et c'est là que ça devient intéressant, elle se brise en 3. Premier groupe entre 2000 et 3000 hommes intègre l'armée nationale congolaise. Le général Norbert Mouquet fait allégeance à Kassavubu dès février 1963. Une reddition en costume, presque honorable. Deuxième groupe, environ 7000 hommes posent les armes et rentrent dans la vie civile. Ceux-là, l'histoire les oublie tout de suite. Troisième groupe, près de 8000 hommes ne rentrent nulle part. Ils passent la frontière vers l'Angola portugaise, encore colonie de Lisbonne. Les Portugais les accueillent sous une étiquette prudente. Officiellement, ce ne sont pas des soldats, ce sont des réfugiés. Un réfugié armé, organisé en unité militaire, en 1963, en pleine guerre froide africaine. Ce n'est pas un réfugié, c'est une armée en réserve. Et les Portugais, empêtrés dans leur propre guerre coloniale naissante, les savent parfaitement. Luso, Kazombo, Kazagé, Lutai, Lungebungo. Des noms que plus personne ne prononce aujourd'hui, en dehors des historiens spécialisés. Ce sont pourtant les capitales provisoires d'une armée fantôme. J'ai voulu vérifier une chose en préparant cette enquête. Est-ce que ces hommes ont au moins été traités correctement, une fois en exil? La réponse, non. Selon les mémoires du mercenaire Jerry Puren, qui participe à l'évacuation de l'aviation katangaise vers l'Angola, la troupe vit dans un dénuement quasi total. Pendant ces temps, et là, ça pique.
Les officiers, eux, logent à l'hôtel, aux frais de Tshombe lui-même, en exil doré à Paris, puis à Madrid. Même en déroute, même en exil, la hiérarchie coloniale du confort ne disparaît pas. Ceux qui ont les grades dorment dans un lit, ceux qui ont fait la guerre dorment dans la boue. Les treillis kaki dépareillés, hérités des 3 armées différentes, devient la seule richesse commune de ces hommes sans pays. Alors, qu'y reste-t-il à faire pour une armée que plus personne ne veut, que plus personne ne paye, que son propre chef a abandonné à l'hôtel des Lusso? La réponse va venir de l'endroit la plus inattendu, Kinshasa elle-même. Juillet 1964, coup de théâtre. Tshombe, le même homme qui a capitulé, le même homme qui a laissé les hommes croupir en Angola, devient Premier ministre du Congo tout entier. Et son premier réflexe, c'est de rappeler les exilés qu'il a lui-même abandonnés pour combattre une nouvelle menace, la rébellion Siba. Pour ces gendarmes, c'est une revanche inattendue. Ce qu'on avait traité en encombrant deviennent, du jour au lendemain, indispensables. Ils forment la colonne les régiments Baka. En novembre 1964, ils participent aux opérations Dragon Rouge sur Stanleyville et Dragon Noir sur Police. 2 offensives qui marquent durablement l'imaginaire de la guerre froide en Afrique centrale. Ironie de l'histoire. Ces mêmes hommes qui avaient combattu pour faire sécession du Congo se retrouvent 1 an plus tard à combattre pour sauver ce même Congo d'une autre rébellion. Mais cette réconciliation des circonstances ne va pas durer. Et à la prochaine trahison, elle ne viendra pas de Kinshasa, elle viendra de l'intérieur. Juillet 1966, environ 3000 gendarmes et 240 mercenaires, excédés par une solde irrégulière, celle-là même qu'on leur avait promise en échange de leur loyauté retrouvée, se soulèvent à Kisangani. Ils prennent les contrôles de la ville, tuent plusieurs officiers de l'armée nationale congolaise. La répression est confiée à 2 figures bien connues des amateurs d'histoire militaire africaine, Bob Denard et Jean Scram. Nouvel exil encore vers l'Angola. En mars 1967, Mobutu, désormais seul maître du pays, fait juger les mutins par un tribunal militaire. Tshombe, lui, est condamné par contumace et il ne les saura jamais vraiment. 2 ans plus tard, le 29 juin 1969, il meurt en détention à Alger, kidnappé après les détournements de son avion. Là, je dois être honnête avec toi. Sur un point, il existe une légende tenace, encore vivante dans la mémoire diasporaire, celle d'un trésor de Tshombe, un magot évalué par certaines sources en 92 millions de francs belges, emporté en exil et qui aurait en partie financé la suite de cette armée de l'ombre. J'ai cherché une trace documentaire solide de ce trésor. Je ne l'ai pas trouvé. Aucun document financier rigoureux ne permet à ce jour de confirmer ces récits. C'est une rumeur qui circulait à l'époque, pas un fait établi. Et je te la donne pour ce qu'elle est. Chassés une seconde fois, ces hommes n'ont plus des patries, plus des chefs, plus aucune raison de croire en une quelconque loyauté. C'est dans ce vide-là qu'un nouveau nom va émerger. « 18 juin 1968. Un homme jusque-là secondaire dans cette histoire prend les devants de la scène. Nathaniel Bumba, ancien chef de la police de Kolwezi, réfugié en Angola comme des milliers d'autres. Il fonde le Front national de libération du Congo, le FNLC, bientôt rebaptisé FLNC. Là, quelque chose ne collait pas quand j'ai commencé à creuser cette fondation. Ce n'est pas les fruits d'un hasard. Selon les recherches disponibles des services secrets portugais, la tristement célèbre PIDE,
pousse activement Bumba à structurer cette force. Pour Lisbonne, empêtrée dans ses propres guerres coloniales en Angola et au Mozambique, une force congolaise armée et disciplinée aux frontières. C'est un outil stratégique évident. On est en pleine guerre froide, une armée en exil, entraînée, disponible. Ça ne se jette jamais, ça se garde, ça se prête, ça se retourne, le moment venu. Les camps changent de nom, mais restent les mêmes terres poussiéreuses de l'Est angolais. Une génération entière d'enfants, des gendarmes, va naître et grandir dans ces campements, sans jamais avoir vu les Congos qu'on leur promet de reconquérir un jour. Mais l'histoire ne s'arrête jamais là où on l'entend. En 1974, c'est le régime portugais lui-même qui va s'effondrer et forcer les Tigres à un choix qui va tout changer. 25 avril 1974, la révolution des œillets renverse la dictature de Salazar à Lisbonne. Du jour au lendemain, les protecteurs des tigres katangais n'existent plus. Pire, l'Angola s'apprête à devenir indépendant et le mouvement en passe de prendre le pouvoir. Les MPLA, marxistes, soutenus par Cuba et l'URSS, n'a aucune raison naturelle d'aimer une milice formée par la police coloniale portugaise. Bumba et ses 2400 hommes ont trois options. Rejoindre les MPLA qu'ils étaient censés combattre indirectement, rentrer au Zaïre où Mobutu les attend avec les tribunaux militaires de 1967 en mémoire, ou s'exiler encore vers l'Afrique du Sud de l'apartheid. Le 17 décembre 1974, les Tigres choisissent l'option la plus improbable. Ils raillent les MPLA. Une armée née sous protection coloniale portugaise devient, en quelques mois, une composante des forces marxistes angolaises. Aucune loyauté idéologique là-dedans, seulement la survie. Ces choix vont leur permettre de renaître. Et cette renaissance va très vite prendre une forme que personne à Kinshasa n'a vu venir, l'invasion. « 8 mars 1977, entre 2000 et 4000 tigres traversent la frontière et envahissent les Chabas. L'ancien Katanga, rebaptisé par Mobutu lui-même, c'est la première tentative de retour par les armes, 14 ans après la capitulation de 1963. L'armée zaïroise, l'ex-force publique devenue phase, est en piteux état, sous-payée, mal équipée, rongée par la corruption que Mobutu a lui-même largement organisée. Elle s'effondre presque sans combattre. Il faut l'intervention des troupes marocaines, envoyées en urgence par le roi Hassan II, à la demande de la France, pour repousser l'invasion. Le 26 mai 1977, après 80 jours, les Tigres se retirent en Angola. Un échec, mais un échec qui dissuade personne. Un an plus tard, les mêmes hommes reviennent et cette fois, l'histoire va retenir leur nom pour une raison bien plus sombre. « 13 mai 1978. Entre 3000 et 4000 tigres s'emparent des Kolwezi, la même ville où, 15 ans plus tôt, Tshombe avait signé sa capitulation. Cette boucle géographique n'a rien d'un hasard. Kolwezi, c'est le cœur minier du Katanga, la ville que tout le monde veut contrôler depuis 1960. L'opération est marquée par un massacre estimé à 700 civils africains et 170 civils européens. C'est cet événement retransmis dans le monde entier qui déclenche l'intervention du 2e régiment étranger de parachutistes français dans l'opération Léopard, appuyé par des paracommandos belges et des troupes marocaines. Les images font les tours des rédactions occidentales. Pour la première fois, les grands publics français découvrent en direct la brutalité d'une guerre africaine post-coloniale. Et le documentaire tardif de 2009, Kolwezi, chronique d'une prise d'otage, viendra recueillir 30 ans après la parole des otages survivants. Et ici, il faut que je sois clair avec toi sur ce qui est établi et ce qui ne l'est pas. Historiographique, jamais tranché.
avance que les massacres auraient été délibérément déclenchés ou aggravés sur ordre de Kinshasa pour précipiter une intervention militaire occidentale et humilier davantage les régimes de Mobutu. D'autres lectures, à l'inverse, y voient un moyen pour Mobutu de conforter sa légitimité en se présentant comme la victime d'une agression extérieure. L'un des épisodes les plus sombres et les moins expliqués de l'histoire post-coloniale du Katanga. Après l'échec de Chaba II, les Tigres sont démobilisés. Pendant près d'une décennie, ils disparaissent presque entièrement des radars de l'actualité internationale. Recyclés dans les guerres internes angolaises, notamment la lutte du MPLA contre l'UNITA de Jonas Savimbi, remobilisés en 1987-88, puis à nouveau prêts après les rejets par l'UNITA des élections angolaises en 1992. Mais c'est en 1996-97 que ces vétérans, désormais âgés, réapparaissent au moment le plus décisif de toute cette histoire. Intégrés au 24e régiment de l'armée angolaise, entre 2000 et 3000 combattants sont envoyés via Kigali jusqu'à Goma et Bukavu pour appuyer une coalition en pleine ascension, l'FDL de Laurent Désiré Kabila. Et là, plus j'ai creusé, plus les vertiges devenaient réels. Ces hommes-là, ces mêmes gendarmes que Mobutu avait vaincus en 1963, jugés en tribunal militaire en 1967, repoussés en 1977 et 1978, participent directement, 20 ans plus tard, à la bataille de Kisangani, qui précipite l'effondrement des forces armées zaïroises. Ce sont, in fine, une partie de ces mêmes vétérans du Katanga qui contribuent à faire tomber Mobutu, l'homme dont la carrière militaire avait commencé en 1960, précisément en réprimant leur sécession.